Bonjour tout le monde, je suis Vanessa, la cofondatrice de Curious Dream et le représentant officiel de la collection automobile de Mers. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Olivier Namèche, un expert en Lamborghini classique et aussi un co-organisateur de l'événement Cars and Coffee Québec ainsi que chroniqueur à l'émission Festidrag. Donc, bonjour Olivier, Bonjour merci d'avoir Vanessa, accepté d'être présent à notre podcast aujourd'hui. merci pour l'invitation Vanessa. Donc, notre blog Curious Dream a encore moins d'un an. On essaie différents formats de contenu. Donc, si vous aimez le podcast, n'oubliez pas d'aller ajouter un like et de nous suivre sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Instagram. Donc, Olivier, pouvez-vous nous faire un petit résumé de comment vous êtes arrivé à être considéré comme un expert en Lamborghini? Eh bien Vanessa, tout ça démarre d'une passion que j'alimente depuis des années. Et donc, pour passer un petit peu les étapes qui m'ont amené à ce statut aujourd'hui, qui n'est pas autoproclamé, mais qui a plutôt été la conséquence de plusieurs implications. Passionné, oui, bien sûr, qui se documente, qui, comme tout le monde au départ, n'a pas beaucoup de moyens, et donc en phase de lecture, livres, magazines, fait croître sa passion, la nourrit, puis après un jour, on en passe à la capacité financière de pouvoir acheter une première voiture, puis deux, puis trois. Aujourd'hui, je suis à ma 28e, je pense, de mémoire. Alors, je les ai pas toutes gardées, hein. Évidemment, on peut avoir que certaines voitures, c'est déjà bien d'en avoir une, bien sûr, mais je veux dire, ma collection s'est construite de manière bien précise. Je préfère et j'affectionne les anciens modèles qui correspondent à l'époque de Ferruccio Lamborghini. Et puis, je me suis intéressé à sa vie complètement. C'est-à-dire que je suis passé à un autre niveau et ça a été d'enquêter, de savoir qui représente-t-il pour avoir été si inspirant. Mhm. Parce qu'il est inspirant pour moi, mais il l'est pour tellement de gens. Il y a des millions de gens, je peux parler en millions de gens au travers de la planète, qui se sentent inspirés de travailler, de se dépasser, de nourrir des bonnes qualités pour pouvoir un jour se permettre une Lamborghini. Mais Lamborghini, c'est encore une étape supplémentaire. Donc j'ai commencé un peu plus tard à enquêter et à vraiment faire des investigations poussées, à aller collecter les interviews de tous ces vieux témoins, tous ces pionniers des années 50, 60, 70, jusqu'à son décès même, les personnes qui l'ont accompagné dans ces derniers instants, puisque même son assistante en 93, qui était là quand il a eu son infarctus et qui était hospitalisée jusqu'à son décès, ben, même elle, j'ai pu aller l'interviewer. Donc, la collecte de toutes ces informations, ça représente à peu près 238 personnes. Wow. Et Donc, on a parti de collectionneur à avoir la piqûre, puis s'intéresser à sa vie, en fait, par rapport à tout ce qui est je, relatif à je, Lamborghini. je vais aller plus tôt, d'un simple lecteur de magazines et de livres à collectionneur et puis à enquêteur, investigateur pour découvrir l'homme et pour découvrir qui il était. Et puis après, partager. Parce OK. que si c'est pour le garder rien que pour soi, ça, c'est très bien déjà. Mais moi, voilà, j'ai encore voulu aller plus loin. Donc j'ai commencé à rédiger des articles qui sont parus dans Classic Driver. Puis, de par le contenu qui était assez consistant, bien préparé. D'autres personnes se sont adressées à moi en me demandant, mais puisque vous avez accès aussi à pas mal d'informations sur les véhicules, pouvez-vous faire des expertises? Donc j'ai dit oui. Donc je me suis retrouvé très très vite avec deux maisons de vente aux enchères, Bonhams et Hercurial en France, qui se sont adressées à moi pour faire des expertises. OK. Donc, Voilà. c'est de là que vient le titre d'expert en Lamborghini. Pour ce rapport-là, oui, D'accord. mais on va encore plus loin. OK. La montagne n'est pas finie d'être gravie, on va encore plus loin. Dans les voitures, comme j'ai dit, que j'ai achetées, ben, j'en ai acheté qui étaient à restaurer, et donc j'ai appris en démontant les voitures, en travaillant dessus. Je ne suis pas mécanicien, bien sûr, j'accompagnais des professionnels que je payais à cet ouvrage, mais ça m'a permis de prendre énormément et de voir quels étaient justement les éléments qui permettaient de dire telle voiture est originale ou celle-ci a déjà été transformée. Donc cet apprentissage-là, en parallèle de tout le reste, ben, il m'a pris 15 ans. Donc, à mon actif, j'ai quand même quelques belles restaurations, avec des voitures aussi historiquement intéressantes. Quand on dit un barn find, donc c'est vraiment faire une enquête, remonter la piste pour découvrir où se trouve une voiture et de la découvrir vraiment dans une étable qui appartient toujours à quelqu'un, mais le véhicule est abandonné depuis 25, 30 ou 50 ans, ben, j'en ai quelques-unes à mon actif. Voitures que j'ai restaurées aussi, OK. bien sûr avec des équipes. D'accord. Puis, quelles sont les étapes du day-to-day d'un expert, en fait? Quand quelqu'un vous demande, exemple,
faire l'historique d'un véhicule, qu'est-ce qu'il y en est par rapport aux recherches, de l'étape 1 à l'étape finale avec un cartable documenté? Quelles sont les étapes pour arriver à un rapport complet sur l'historique d'une voiture? Très bonne question, Vanessa, parce que le cartable, il est à documenter. Et Mhm. donc ce cartable, c'est justement 40 ans d'accumulation de documentation au travers, de magazines d'époque. Donc évidemment, moi, je n'exi- je On peut n'existe- imaginer, je oui. n'existais pas en 1963 à la création de l'entreprise. Donc il y a tout un travail d'aller rechercher dans des foires spécifiques toutes ces revues. Donc là, j'en ai plus de 2000 OK. d'époque, dans toutes les langues. Je ne comprends pas toutes les langues non plus, mais voilà, il y a un travail après de traduction qui est à faire. Mais ça permet de situer le parcours de certaines voitures au travers des magazines. Des voitures d'usine ou des voitures de particuliers qui ont été prêtées à un journaliste à l'époque. Bon, OK. ça, c'est déjà une première documentation. Ma grande chance, parce que j'en ai une aussi, c'est que j'ai un papa qui était déjà passionné d'automobile. Moi, j'ai grandi dans un secteur d'activité qui correspond à NAPA, sauf que ça s'appelle autodistribution en Europe. Mon grand-père en était l'un des piliers fondateurs. Et donc, j'ai grandi, évidemment, avec toute cette dynamique automobile. Et il s'avère que le distributeur Lamborghini, dès l'origine en Belgique, était un ami de mon père. Comme notre société de famille lui fournissait son matériel de Mhm. garagiste, les amitiés se sont créées. Donc, enfant, j'ai déjà pu commencer à glaner, à récolter des brochures, des catalogues techniques. Voilà. La base, le BABA, il démarre quand j'avais à peine 10 ans. D'accord. Voilà. Et puis au fur et à mesure, au travers de toutes mes participations à des foires, à des ventes aux enchères, j'ai accumulé, j'ai acheté énormément d'automobilia. Donc aujourd'hui, si je dois faire une synthèse, j'ai en ma possession toutes les archives usines, fiches de production, de la première Lamborghini fabriquée, la 350 GTV, jusqu'à la dernière Diablo. Après, c'est un modèle de gestion à l'usine qui était différent et qui est plus informatisé. Donc là, je n'en touche pas une. On va dire tant mieux, parce que ce qui m'intéresse, ce n'est que l'air qui n'est pas Audi et qui est bien plutôt toute l'histoire avec la succession des propriétaires. Voilà, donc j'ai toute cette banque de données et c'est pour ça que les gens s'adressent à moi, parce que je peux les aider. Oui, Voilà. vous avez beaucoup de références, en fait. Oui, bah, elle n'arrête pas de s'accumuler. Donc, ça fait environ 2 ans qu'on se connaît, Olivier, et on s'est rencontrés lors d'une visite de la collection automobile de Mers. C'est vrai. J'aimerais savoir comment est-ce que vous en avez entendu parler de la collection? Alors, en rencontrant plusieurs personnes, ben évidemment, moi j'essayais de ricocher en disant, ben voilà, je suis petit collectionneur, j'aimerais bien en rencontrer d'autres. Est-ce qu'il existe des événements automobiles organisés ici sur la ville de Québec-Capitale? La question s'est retrouvée très vite avec une réponse qui était le néant. Non, il n'y a rien qui se passe. Il faut Mhm. aller en dehors de Québec-Capitale ou rapprochez-vous de Montréal et là, vous retrouverez peut-être des activités. Donc, avec une de mes Lamborghini, je me suis rapproché de la concession officielle. Et puis en discutant avec d'autres personnes, c'est comme ça que le nom d'Emers a tinté dans l'oreille pour la première fois. Puis voilà, j'ai, comme nous tous, on utilise notre iPhone et il y a des moteurs de recherche qui tombent à l'improviste. Hein. Tu vas parler barbecue, on va te proposer 4 annonces de barbecue. Eh bien moi, j'ai parlé de la famille Demers et j'ai à ce moment-là eu le relais avec quelqu'un qui organisait justement le regroupement de visiteurs. Oui, C'est comme ça que ça s'est à ce présenté moment-là, à ce exactement. moment-là. Et donc, j'ai eu un contact avec un monsieur qui m'a aiguillé vers une autre dame. J'ai payé ma contribution pour pouvoir faire la visite et c'est comme ça que je suis venu la première fois. Exact, parce qu'on se rappelle, au départ, les frères, les propriétaires de la collection automobile de Mers faisaient des visites occasionnelles pour organiser des levées de fonds. Oui. Maintenant, c'est moi et ma collègue qui faisons les visites. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc, une fois que vous êtes venu à plusieurs reprises visiter la collection à Thetford, qu'est-ce que vous pensez des voitures de la collection? Alors c'est très éclectique. On est là avec une variété très intéressante de voitures et je peux en parler avec beaucoup d'aisance parce que ma passion qui est devenue un métier m'a permis et m'a exposé à la visite de grandes collections aussi, aux quatre coins du monde, Mhm. et d'avoir aussi mon mot à dire, puisqu'on m'a questionné, donc on m'a posé plusieurs fois des questions quant à l'aménagement ou la gestion
du fameux musée Lamborghini à l'usine, mais aussi à la famille Lamborghini, avec Tonino, pas en direct avec les responsables des deux côtés, mais avec les gestionnaires. Donc, ça m'a permis de donner une approche qui a été suivie ou pas, mais en attendant cette approche, moi, je la développerai à mon petit niveau. Et donc, la manière dont je peux vous donner un compte-rendu maintenant sur la variété des véhicules, c'est qu'on est avec une collection qui part vraiment des origines de l'automobile. D'accord. Il y a un tricycle. Il ne faut pas me demander la marque, mais on est là avec un tricycle en entraînement par chaîne qui est vraiment début du 19e siècle, de bonne mémoire. Exact, la Benz, oui. Voilà, et donc cette voiture est, on va dire, le point de départ d'un cheminement intellectuel mais historique de l'évolution de l'automobile sous toutes ses formes. C'est-à-dire aussi bien avec des voitures, on parle toujours des voitures avant-guerre, qui sont des voitures comme la Ford T, masse production, ou des voitures exclusives, qui étaient réservées à une élite financière, bien sûr, principalement aristocratique, ou les grands industriels, qui se permettaient d'acheter des voitures comme les Rolls-Royce, les Packard, On peut dire en fait les que Duesenberg. c'est l'histoire de l'évolution de l'humanité à travers l'automobile. À travers l'automobile, oui, et avec cette... comment dire, ce schisme, cette fracture qui s'est produite. C'est pour ça qu'on a une classe, une catégorie de voitures qu'on appelle les véhicules avant-guerre, parce que la Deuxième Guerre mondiale va faire un reset à tout ça. Ouais, on n'a pas eu de reset avec la Première Guerre mondiale, 14-18, mais avec la Deuxième Guerre mondiale, là on a vraiment un reset, et on a un développement des voitures qui ne se fait plus comme à l'époque sur des châssis poutres, avec une carrosserie qui était rapportée, et on passe sur une nouvelle génération qu'on appelle les coques autoporteuses, qui ont été développées principalement en Allemagne et en Italie, et puis après qui s'est généralisée à l'ensemble des constructeurs automobiles. Et donc la collection continue à évoluer années 50, années 60, années 70, années 80. Je sais qu'il y a encore des véhicules des années 90. Exact. Voilà. Quand on parle de la collection automobile de Merce, on parle vraiment de la collection éclectique, oui, parce qu'on a des voitures de toutes les époques. Oui. Et de toutes les marques, surtout des européennes et américaines. C'est bien ça. Oui. Donc, parlons Lamborghini. Quelle est la préférée d'Olivier Namèche dans la collection automobile de Merce? La préférée, celle qui manque. Non, celle qui est présente dans la collection. Celle qui est présente dans la collection. Eh bien, moi, je dirais, il y a 3 Countach dans la collection. Mon choix se porterait davantage sur la jaune, qui est dans un état proche du neuf. Elle est splendide. J'aime bien cette combinaison jaune avec l'intérieur qui est beige, blanc cassé. Hein. Voilà, je trouve que c'est la plus belle et c'est celle qui est dans son état le plus proche, pristine, comme on dit, de l'origine. Parfait. Est-ce que ça vaut le détour de venir à Thetford voir la collection automobile? C'est la seule collection, à ma connaissance, déjà sur la province du Québec qui regroupe autant de voitures, mais je vais même rajouter une couche. À l'échelon national du Canada, c'est aussi la seule collection qui regorge d'autant de trésors. Donc, c'est même plus qu'un intérêt. Ça devrait être une procession. Donc, est-ce que vous avez un coup de cœur sur une autre voiture de la collection? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui a allumé quelque chose dans votre esprit par rapport à un autre type de voiture qui n'est pas des Lamborghini? Ben oui, mais plus d'une. Allez-y, je vous laisse développer là-dessus. Voilà, ben j'ai adoré la Duesenberg qui est ornée justement d'une tête de faucon qui est en cristal Lalique, qui n'existe plus. Hein, cette marque, enfin, elle a été elle a rené de ses cendres, mais voilà, les vrais Lalique avant-guerre ont été détruits avec les bombardements sur Paris. Donc cette auto, elle est fantastique. On dirait qu'elle est neuve. C'est comme si elle sortait de production. À l'époque, évidemment, c'est vraiment donc un saut dans le passé. Donc cette voiture, oui, recueille vraiment un coup de cœur en ce qui me concerne. Il n'y a pas qu'elle. J'adore la Jaguar RIG-J 220 parce que cette voiture est un monument aussi automobile qui illustre une époque avec les groupes B. Cette compétition automobile régie par la FIA avec les groupes B a amené plusieurs constructeurs à se dépasser et à sortir des voitures d'exception, limité au niveau de la production pour la route à 200 exemplaires, mais avec chaque fois un dérivatif pour la course. Or, cette Jaguar RIG 220, quelque part, c'est l'arnaque de Jaguar et c'est un flop, puisqu'elle était présentée pour recevoir un V12, qui était magnifique.
Et pour des questions de coût, parce que Jaguar allait très très mal à l'époque, on a mis un V6 biturbo. Mais à côté de l'aspect mécanique, la ligne de la voiture est imposante. Elle s'étend comme une longue goutte. Oui, tout à fait. C'est une goutte aérodynamique qui prend vraiment tout l'espace. Et il n'y a pas une zone de détail qui exprime justement la fluidité et l'aérodynamisme. Donc pour moi, ça c'est une voiture clé. Il n'y a pas qu'elle. J'adore la F40 qui est là aussi, parce que cette voiture F40 est emblématique. Aujourd'hui, on peut suivre sur tous les marchés de la vente de collection, dans les ventes aux enchères ou les ventes par des dealers. C'est une voiture qui a, les 5 dernières années, elle a doublé sa valeur. Et c'est la dernière Ferrari exceptionnelle qui était née du vivant d'Enzo Ferrari. Donc c'est vraiment une voiture qui regorge de symboles et d'histoire. Oui. D'accord. À présent, Irina et moi guidons maintenant les visites de la collection automobile de Mers. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez nous écrire à info@demerscarcollection.com. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les médias sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Vous pouvez aller voir notre blog sur le site web www.curiousdream.com. À chaque semaine, nous publions des articles en lien avec les voitures ou sur une marque en particulier. Donc, on apprend beaucoup de choses à travers le blog. D'ailleurs, l'idée de vous interviewer a été face à une réponse à notre article. On a fait, il y a quelques mois, un court résumé de la vie de Ferruccio Lamborghini et à l'occasion, ça arrive, on fait du mieux qu'on peut pour aller valider nos sources, mais des fois, il se peut qu'on ait fait des petites erreurs ou des petits oublis. Donc, on vous a invité aujourd'hui aussi pour préciser vraiment les petits détails qui auraient pu manquer à notre article. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou corriger sur la façon dont on a abordé la vie de Ferruccio Lamborghini? Oui, parce que Ferruccio Lamborghini ne se résume pas qu'à ses voitures. C'est pas évident de résumer la vie d'un seul homme dans un seul article avec très peu de mots et être concis, sans perdre aussi l'attention des gens qui ne se connaissent pas non plus. Donc, on essaie toujours d'être le plus précis possible, mais je vous laisse aller. Alors, Ferruccio Lamborghini est un fils de fermier. Oui. D'accord, qui n'a pas voulu marcher sur les pas de son papa. Évidemment, toute cette jeunesse, puisqu'il est né en 1916, cette jeunesse s'est laissée prendre dans le tourbillon de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il a fallu survivre. Ça, c'est déjà un premier élément. Ça forge un tempérament. Et il a mis à profit ces années pendant qu'il était à l'armée pour apprendre la technique du moteur révolution diesel. Voilà. Et quand la guerre était terminée, il s'est mis en tête de surfer sur la vague du plan Marshall. Voilà, le plan Marshall, c'était des fonds qui étaient prêtés par les États-Unis pour reconstruire l'Europe qui avait été anéantie. Bien. Donc le plan Marshall permettait d'avoir un emprunt 0% pour acheter des tracteurs et encourager tous les agriculteurs, les propriétaires terriens, à acheter du matériel pour relancer la dynamique du secteur primaire qui est l'agriculture. Donc lui, il en a profité pour fabriquer des tracteurs. En 1947, son premier. Et puis après 10 ans, il est là avec une usine qui emploie 1000 personnes en 10 ans de temps. J'appelle ça un success story. Voilà. Fort de ça, il se rend compte aussi d'autre chose qui manque. Voilà, c'est les systèmes air conditionnés, les radiateurs, donc tout le système du chauffage, la fournaise, comme on dit ici au Québec. On appelle ça autrement en Europe, mais voilà, la fournaise. Donc, il va lancer une deuxième industrie qui, en 2 ans de temps, se retrouve déjà avec 500 personnes parce que l'ascension est fulgurante. Donc là, Ferruccio Lamborghini va commencer à faire ce que d'autres feront après ou ont déjà fait avant lui. C'est l'aisance étant là, on aime bien les voitures, il achète une Maserati, il achète des voitures de sport, dont une Ferrari avec laquelle il aura beaucoup de problèmes avec son embrayage, puisque à peu près tous les 500 km, il faut le remplacer. Les mauvaises langues disent qu'il n'est pas capable de mettre son pied gauche sur le repose-pied et qu'il laisse toujours sur la pédale d'embrayage, c'est pour ça qu'il s'use prématurément. Ça, c'est les mauvaises langues. La vérité est que cette voiture est vraiment reconnue pour ce talon d'Achille et il va un jour demander à son équipe de techniciens à l'usine de tracteurs de remédier. Donc, ils vont trouver un plateau d'embrayage qui va correspondre, ils vont le mettre et là, plus de problème. Un jour, il rencontre Enzo Ferrari dans un restaurant. Il est très, très, très poli. Donc, il va aller sur un ton de vainqueur en disant « Ça y est, Enzo, j'ai réussi à solutionner le problème et je me propose de vous fournir
les embrayages de mes tracteurs. En parfait gentleman. Un parfait gentleman, et sur un ton certainement très narguant. Donc Enzo, qui était là, s'attablait avec ses autres convives, n'a pas bien pris et lui a retourné en disant « Laisse ces grandes personnes s'occuper de la voiture de sport, retourne dans tes champs avec tes tracteurs. Bon appétit, salve. » Voilà, salut. Donc je sais ça parce que voilà, j'ai pu interviewer une des personnes qui accompagnait Ferruccio Lamborghini Lors de cet événement. lors de cet événement-là. Okay. Donc voilà l'erreur d'Enzo Ferrari. Avoir l'art de braquer quelqu'un contre vous pour créer un concurrent qui n'existe pas. Parce que l'autre, là, après, dans sa tête, ça a fulminé pendant quelques temps, et puis il a mis tout en place. Je ne vais pas développer ça maintenant, ça prendra encore 1 heure, mais faisons vite. C'est ainsi qu'est née l'envie de créer une usine, ce qu'il a fait à partir de 1963, puisqu'elle a été créée exactement le 7 mai. Voilà. Super. L'histoire automobile, on ne va pas en parler maintenant, elle est magnifique avec plein de modèles qui ont défrayé la chronique, qui ont révolutionné les choses. Après, il va prendre un peu de distance à partir de 1971, par rapport à cette usine, parce qu'il y a un autre phénomène qui arrive en Europe. C'est que mai 68, ce sont les troubles socio-économiques partout en Europe. Il y a des grèves, il y a des manifestations, les gens se barricadent, il y a l'affrontement entre les forces de l'ordre. On dira que ça n'a pas changé aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Mais en tout cas, là, il y a eu une révolution sociale qui fait que les syndicats dans les entreprises ont commencé à prendre de plus en plus d'importance. Et lui, ça l'a dégoûté. Parce que lui, sa manière de gérer ses entreprises, c'était un paternaliste. OK. Voilà. Donc, tous ses employés étaient ses enfants. Et il était proche. Il passait son temps à aller dire bonjour à tout le monde quand il allait dans les allées, à l'administration, à la production. Donc, il a toujours eu cette approche de bon père de famille. Et si quelqu'un avait besoin d'un coup de main, quel qu'il soit, il se prêtait toujours volontiers, grand seigneur qu'il était, à aider les gens. Oui. Voilà. Sauf qu'avec les syndicats, c'était terminé. Là, ça l'a dégoûté. Oui. Voilà, je ne vais pas développer tout ça maintenant, mais il a voulu prendre du recul. Mais je trouve ça fascinant, par contre, de voir à quel point on peut aller chercher de l'histoire à travers les automobiles. C'est tellement un monde qui n'est pas que de la mécanique, mais qui est vraiment très, très, très complet. On apprend l'histoire, on apprend beaucoup, beaucoup de choses dans le domaine de l'automobile. Oui. On a des histoires, puis c'est pas la première fois là, qu'on se parle, Olivier. Ça fait, on peut se parler pendant des heures, puis on en apprend toujours. Bien sûr. À chaque fois qu'on se parle, moi, je suis toujours... c'est comme si j'avais lu un grand livre d'histoire, une encyclopédie. Et je fais un résumé, parce que maintenant, continuons toujours avec Ferruccio Lamborghini. C'est vrai qu'il y a un côté socio-macroéconomique qui est autour, parce que l'automobile est une industrie comme les autres. Ça peut être les boîtes de conserve, ça peut être les frigidaires qui sont construits. Mais poursuivons avec cet homme-là. Certains éléments vont l'affecter. J'ai parlé évidemment des syndicats. Il y en a d'autres qui sont d'ordre familiaux aussi, de grosses tensions. Donc, il va vouloir aussi prendre du recul avec toute la vie économique qui était autour de la ville de Bologne, puisque ces usines étaient dans cette contrée du nord de l'Italie. Ça a eu un impact socio-économique aussi. On peut dire qu'une famille sur 5 avait un membre qui travaillait pour Lamborghini. Wow. 1 sur 5, c'est quand même... C'est important, c'est 20%. Voilà, c'est 20%. Je parle bien de la population active. Donc, il va vouloir se détacher. Et donc, il nourrit alors un nouveau projet qui consistera, et il l'a mis en œuvre, de développer un vignoble, mais à peu près à 180-200 km de Bologne. C'est donc au lac Trasimeno. On est en Ombrie, donc on quitte la Reggio Emilia, on est dans une autre province. Et donc, en mettant cette distance, il pense avoir la paix et pouvoir vivre plus paisiblement sa fin de vie. Est-ce que c'est arrivé? Oui. Oui? Il a réussi? Il a réussi. Il avait déjà ce terrain avec d'autres partenaires, mais il a pu, je la fais courte aussi, il a pu se retrouver seul à un moment donné. Il s'agit de 120 hectares. 35 hectares ont été dédiés au développement du vignoble. Donc, il a fallu planter les pieds de vigne très, très vite. Tout ça, c'est quelqu'un qui fonce. Donc, comme il a les moyens de sa politique, il va aller tout de suite créer une villa avec tout le matériel flambant neuf, dernier cri à la pointe de la technologie
pour justement faire tout le transit du raisin pour en extraire le vin et la mise en bouteille. Voilà, tout ça, c'est une chose. Évidemment, il achète encore ces tracteurs Lamborghini qui sont là aussi à la pointe de la technologie pour développer et exploiter ce terrain. Il va s'amuser avec un de ces tracteurs, puisque j'ai dit 120 hectares, faisons la soustraction, pardon. Donc on est là encore avec 5 hectares qui vont être utilisés pour un complexe agrotourismo. OK. Donc c'est un complexe de bungalows, de bonne facture, avec une grande piscine. Il y en a 18, il y a 18 appartements, petits condos qui sont mis à disposition en location pour des touristes étrangers. Puis est-ce qu'aujourd'hui, le vignoble Lamborghini existe toujours? Oui, mais je n'ai pas fini. Il y a aussi, pour tout le restant, un golf, parce qu'il était amateur de golf. Il a créé son golf, c'est un 16 trous, c'est ça? Ça existe? Oui. Ouais. Ouais, je ne sais pas, je ne joue pas au golf. Moi non plus. Et donc, il a créé voilà, avec le club boss, tout. Il a joué avec son tracteur, il a créé un club. Des compétitions internationales se sont déroulées là. Mhm. Donc, voilà, il a tout mis en œuvre. Oui. Ça, pour répondre à ta dernière question, Oui. oui, il a absolument, comment dire, une prolongation de toute cette propriété qui existe toujours aujourd'hui. C'est sa fille qui en avait hérité. Elle a décidé en 2015 de s'en séparer. Et aujourd'hui, c'est donc un Chinois, moitié italien, chinois de son papa et italien de sa maman, Silvio Chang, qui est propriétaire, que je connais bien, j'ai rencontré souvent, et qui est donc le maître des lieux et qui investit énormément pour le développement, puisque à l'époque, Ferruccio Lamborghini et sa fille par après n'ont pas eu un grand rayonnement de distributeurs à l'international. Par contre, Silvio est beaucoup plus actif, c'est un homme d'affaires et donc là, partout où les portes sont ouvertes sans avoir des contraintes comme au Québec avec la SAC, il y a un distributeur. Voilà. D'accord. Revenons voiture. On a partagé un article sur la Lamborghini Jalpa ou Jalpa selon la prononciation parce que c'est un terme espagnol. Oui. C'est une voiture des années 80 qui a été en production en même temps que la Countach. Elle était plus petite, moins puissante, avec un style low-key. Ils en ont fait à peu près 400. Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à l'article qu'on a publié, des commentaires sur cette voiture-là qui est beaucoup moins connue que la Countach? Oui, absolument. En fait, la Jalpa. 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 En fait, cette voiture, c'est le produit final de toute une histoire sur les V8, puisque sa motorisation n'est pas un V12, mais un V8. Mhm. Donc, en 1970, l'usine Lamborghini va proposer un nouveau prototype qui s'appelle l'Uraco, avec un V8 central arrière, transversal comme dans le chef de la Miura aussi, moteur transversal. Donc cette voiture sera un coupé qui va naître avec un 2,5 litres V8, très anémique. J'en ai une, c'est très anémique. Ensuite, ce moteur va évoluer en 3 litres de cylindrée, 250 chevaux. Là, c'est un petit peu plus joueur, dirons-nous. Et très très rapidement, la clientèle réclame une voiture version Targa, comme la Porsche 911 qui s'est déclinée aussi en Targa. Et c'est comme ça que naît la Silhouette. Voilà. La Silhouette va être construite à 52 exemplaires, sur les 2 premiers prototypes de l'Uraco, et puis après, avec tout un châssis qui est révisé pour être un vrai Targa avec des renforts. Et pourquoi est-ce qu'il y en a eu si peu de produites? Pourquoi c'est là où ça devient intéressant par rapport à la naissance de la Alpa. Parce que en 1978, 79 et 80, l'usine Lamborghini était dans des troubles financiers, déclaré faillite, mis sous tutelle judiciaire de la Chambre de commerce, avec des repreneurs qui sont venus, et je ne citerai pas leur nom, se sont comportés comme des sagouins, c'est-à-dire qu'ils ont pompé tous les stocks pour les ventes par le marché noir, par la banque latérale. Donc ils sont venus pour faire un coup financier en pensant que ça passerait au bleu, ça passerait à travers. Ils ont réussi leur coup, effectivement. Ils ont pu vraiment retirer les derniers actifs, les dernières finances de l'entreprise. Et elle était dans un état proche d'être irrécupérable, puisque même la chaîne de production de la Countach a été louée à Fiat pour construire des Fiat Panda. Oh. Voilà. Tout ça pour dire quoi? Qu'un jour, on est là avec ce que j'appelle les sauveurs
Automobili Lamborghini, ce sont les frères Mimran. Il y a Jean-Claude l'aîné, son cadet de 10 ans est Patrick. C'est Patrick qui sera mis à l'avant-poste. C'était un beau playboy début des années 80, qui était utilisateur du Countach. Il habitait à Monaco, voilà. Très belle vie de jet-setter, mais qui tournait à rien. Et son frère aîné, 10 ans, son aîné, lui a dit, écoute, moi je gère notre empire familial, ils sont dans la production du sucre en Afrique, et pourquoi pas, puisque tu es passionné de Lamborghini, te mettre ça comme, on va dire, motivation professionnelle. Voilà. Donc, le grand frère est toujours là à l'arrière. Il ne faut pas croire que c'est Patrick qui a géré et développé les choses. Mais donc, ils ont refondu une équipe avec un ingénieur très important qui venait de chez Maserati, c'est l'ingénieur Alfieri. Et avec lui, ils se disent, qu'est-ce qu'on a ici dans le sac pour donner un PEPS. Donc c'est comme ça que la Countach va se décliner en 5000 S, 5 litres de cylindrée, 375 chevaux. Et ils vont aller ressortir la vieille silhouette qui a eu un échec commercial avec 52 exemplaires en se disant, on va la moderniser. C'est pour ça que les arches de roue sont un petit peu plus carrées, stylisées. Nouvelle table de planche de bord. Voilà. Les écoutilles à l'arrière sont différentes. Donc, on a un style un petit peu plus épuré et qui est dans la lignée des voitures italiennes des années 80. Je vais prendre en exemple, parce qu'il y a une forte liaison avec plein de petits détails, la Lancia Delta. Voilà. La Lancia Delta, ce combiné tableau de bord, déjà avec tous les petits carrés, c'est déjà quelque chose qui est une référence incontournable. Donc, ils sont là avec l'envie de refaire du business. Ils ne sont pas là juste pour alimenter la survie d'une entreprise. Non, elle leur coûte à ce moment-là l'équivalent de... Attention, l'équivalent de 3 millions de dollars. On est en 1981, wow. À l'occasion du Salon de Genève qui se déroule toujours la première semaine de mars. C'est historique. Ils sont déjà là avec le prototype. Plein de choses sur le stand. Il y a de la Miura, il y a un prototype de la Jalpa, il y a un prototype avec le LM002, il y a la Countach. Voilà. Ils veulent montrer qu'en tant que nouveau propriétaire, on va faire bouger les choses. Ils sont proactifs. Voilà, ils sont productifs, ils sont créatifs et ils veulent absolument relancer la mécanique. Donc toute cette énergie va se ressentir dans la presse qui va accueillir ça en applaudissant tout simplement. Cette résurrection était tellement attendue que ça tournait vraiment au miracle. Voilà. Donc la Jalpa est lancée. On est là avec une voiture qui est performante. Je peux en parler aussi parce que ma première Lamborghini fut une Jalpa. Voilà, Jalpa. Donc, elle a définitivement une place de choix dans votre cœur, dans mon cœur et dans mon expérience Lamborghini, c'est la première que j'ai pu me permettre d'acheter. D'accord. Voilà, je n'ai pas gardé longtemps, mais... Non, mais c'est l'entrée dans le domaine. C'est mon premier pas en tant que propriétaire de Lamborghini, ça c'est vrai. Et cette voiture, justement, c'est Targa, on mettait le petit toit juste derrière les sièges arrière. Il y avait de la place avec un très beau coffre où on pouvait mettre 2 gros sacs de voyage dans la malle arrière. Le moteur était ronflant, un beau petit V8 qui marchait bien. Donc pour l'époque, c'est une voiture qui était impeccable. Est-ce que c'est une voiture qui est confortable? Oui, c'est agréable de faire de la route? Tout est très agréable dans cette auto. Je parle à l'époque. À l'époque. Et à l'époque, elle a quand même un seul bémol, c'est que Lamborghini, évidemment, ils sont là pour faire de l'argent, les frères Mimran, et donc ils vont la lister beaucoup trop cher par rapport à la concurrence. Qu'est-ce qu'on a dans la concurrence? Je l'ai cité tantôt, on a la Porsche 911 SC Targa, et puis surtout, on a la Ferrari 308 GTS, qui, elle, va être primée dans une série télévision qui s'appelait Magnum, avec Tom Selleck, qui roule dans cette Ferrari. Et donc, Ferrari fait un coût publicitaire indirect, avec une voiture qui va coûter $2000 de moins, si j'ai bonne mémoire, par rapport à la Lamborghini, ce qui est quand même conséquent, et avec une voiture qui va être sur tous les écrans TV aux 4 coins du globe, grâce à cette série télévisée Magnum. Donc, Lamborghini va malheureusement perdre des parts de marché qu'elle pensait pouvoir atteindre, et c'est pour ça que, comme ça a été cité tout à l'heure, il y en a 401, 402, je ne connais plus le chiffre par cœur, mais voilà, aux alentours des 400 qui auront été produites. Donc, quelque part, c'est un échec commercial par rapport à l'ambition qui était nourrie sur cette auto.
Donc, j'imagine que ça en fait une voiture qui est très recherchée par les collectionneurs aujourd'hui, vu qu'il y en a très peu. Alors, on pourrait tenir ce raisonnement-là, mais ce n'est pas le cas non plus. Non? C'est pas le cas non plus. La Jalpa en collection a eu, parce que c'était comment dire, un modèle d'entrée dans la famille Lamborghini, Mhm. elle a eu beaucoup de succès pendant des années. Ce succès a continué jusqu'il y a très peu, jusqu'il y a 10 ans. Parce qu'il y a un autre phénomène, malheureusement, dans la communauté Lamborghini qui est là. C'est que depuis que Volkswagen, qui vient de fêter l'année dernière ses 25 ans en tant que propriétaire de la marque Lamborghini, Volkswagen a lancé des modèles qui sont devenus, entre guillemets, production de masse. On va parler de cette entrée de gamme qui était la Gallardo, avec un V10. On parle de la même voiture que chez Audi avec une R8. Il n'y a que la carrosserie. Ouais. C'est comme une très belle femme qui s'habille en Armani d'un côté ou en Hugo Boss de l'autre. Voilà. Mais en dessous, c'est la même femme. Voilà. Donc c'est la même voiture, c'est le même châssis, c'est la même mécanique des deux côtés. Donc on est là avec un véhicule qui, lui, parce qu'il est récent, tombe dans une différente dépréciation. Et donc, une Gallardo aujourd'hui peut s'acquérir pour, alors on va le dire en dollars canadiens, peut s'acquérir aux alentours des 90 000 dollars. Donc, c'est déjà une somme. Oui, mais... Mais la Jalpa, au niveau de sa cote marché, on est plus dans la fourchette des 160 000. J'ai vu des voitures qui sont proposées, je parle toujours en dollars canadiens. Je connais une voiture qui est ici au Canada à 220 000. C'est invendable. Donc, il n'y a plus personne qui se rue pour les acheter. Parce que celui qui veut avoir une voiture Lamborghini pour faire partie de la grande famille, il va nécessairement mettre son choix sur une Gallardo récente, plus moderne donc, avec l'ABS, les airbags, facile d'entretien, puisqu'on n'est même pas obligé d'aller à la concession Lamborghini, puisque comme c'est une Audi, n'importe quel concessionnaire Audi est capable de faire l'entretien. Donc, on se retrouve là avec une concurrente au sein de la même famille. Et donc, c'est pour ça que l'intérêt des V8, depuis 10 ans, est occupé à chuter malheureusement et ne lui rend plus honneur comme avant. Le marché de la collection n'a pas suivi. Sur Bring a Trailer, pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu une Uraco P250S, bleu Tahiti, qui s'est vendue pour 90 000 dollars US. Je connais très bien cette auto. J'en étais le propriétaire quand j'habitais encore en Belgique. Et donc, elle a changé maintenant 4 fois de propriétaire depuis qu'elle est aux États-Unis. Mais voilà, 90 000, ben moi à l'époque, c'était 140 000. Voilà, une démonstration de ce qui est devenu le marché pour cette motorisation V8 Lamborghini. Puis, à ce jour, quelle est la Lamborghini la plus recherchée par les collectionneurs? Alors, les collectionneurs, aujourd'hui, il y a 2 catégories. Il y a le vrai passionné et puis il y a tous ceux qui sont des gens fortunés qui veulent diversifier leurs actifs. Il y a de l'immobilier, il y a des actions, il y a des obligations et les voitures de collection, parce que les voitures de collection, ben voilà, ça permet d'avoir des gains si on fait le bon choix. On peut perdre sa culotte aussi si on fait le mauvais choix. Donc il y a toute une niche aujourd'hui d'acheteurs qui sont des spéculateurs. Voilà. Moi, je suis confronté à ça tous les jours, puisque c'est aussi une partie de mon métier. Et voilà, ces spéculateurs, malheureusement, se ciblent sur des produits, on va dire, gain garanti. Or, dans le gain garanti, personne ne fait la gitane, Madame Irma, avec sa petite boule de cristal. Personne n'est capable de prédire l'avenir. Pourtant, il y en a qui pensent le faire et qui essaient d'influencer le marché. Voilà, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des dealers très importants sur la place internationale qui sont là avec l'objectif d'influencer le marché. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, le modèle Diablo est très recherché. Parce que le modèle Diablo reste encore abordable, façon de parler. On est dans la fourchette des 300 000 dollars canadiens pour un modèle basique. On est déjà facilement à 1,5 million pour une Diablo GT, où il n'y a eu que 80 exemplaires. Okay. Donc on est déjà là avec une belle distorsion entre celle qui se vend le plus cher et celle qui est la moins chère. Et quelle est celle qui se vend le plus cher? La Diablo GT. Okay. Je parle dans ce segment, de prix-là. Dans ce segment, Okay. Diablo. Après, la Countach, qui a fait une envolée, le modèle Countach a fait une envolée sur 2022-2023, où de
300, 350 000, elle s'est retrouvée à 700 000 en valeur, Est-ce que très vite. c'est à cause du film Le Loup de Wall Street qui a Ça en créé a- un engouement? Absolument, OK, absolument. Et il a provoqué cet engouement comme une bombe à retardement. OK. C'est-à-dire, c'est pas au moment de la diffusion du film en Non, 2014, c'est si j'ai toujours bonne un petit peu mémoire. après. Voilà, on est 8 ans plus tard, avec, à ce moment-là, mais tiens, donc, tout compte fait, cette Countach, elle a beaucoup d'atouts, et on va commencer à s'y intéresser. Et puis, c'est comme une mayonnaise que vous allez monter au fouet. Ça prend du temps. Ça prend du temps, Toute bonne chose prend du temps. mais une fois que c'est lancé, c'est lancé. Voilà. OK. Puis, quand on parle de Lamborghini très rare ou Oui. très, très, très recherché, La Miura, oui, voilà. Miura, oui. La Miura. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la Miura? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Alors, la Miura, à plus d'un titre, est importante dans l'histoire de l'automobile. Pour commencer, Ferruccio Lamborghini avait sorti des voitures de sport avec un moteur V12 disposé à l'avant. D'accord ? Propulsion, donc. Elles n'ont pas eu un grand succès. La quantité de voitures produites en fait bien la démonstration. Et cependant, l'équipe d'ingénieurs à l'époque voulait révolutionner un petit peu les choses. Et leur source d'inspiration a été la fameuse Ford GT40, qui a été développée par Ford pour rivaliser contre Ferrari dans le cadre des 24 heures du Mans. Et donc, cette transposition, ils se sont dit, pourquoi pas être les premiers à le mettre pour une voiture de route. Et pour compliquer les choses, au lieu d'avoir leur V12, puisque eux, ils n'avaient pas de V8, en longitudinal à l'arrière, ils ont voulu le faire pour compliquer et corser la chose. Ils l'ont mis en transversal, j'y arrive, en transversal avec la boîte de vitesse accouplée au bloc moteur. Donc ils ont refondu complètement tout le bas moteur pour que la boîte de vitesse soit intégrée dans la même fonderie. C'est exceptionnel. Il n'y en a qu'un autre qui avait fait ça, mais avec un moteur à l'avant. C'est Mini. La petite Mini, c'est la même chose, mais en traction, avec la motorisation à l'avant. Le bloc moteur était avec la boîte de vitesse intégrée. Bien, donc cette Miura va se retrouver avec un châssis, avec une motorisation déjà adaptée, et puis il faut lui mettre une belle robe. Et c'est lors d'un salon à Turin en 1965, pardon, mon Dieu, je vais me faire tirer l'oreille, que le châssis est disposé sur le stand Lamborghini avec les autres voitures, et un des designers les plus flamboyants de l'époque, c'est la maison Bertone, et Nuccio Bertone va venir s'adresser à Lamborghini en lui disant: écoutez, si vous voulez un artiste pour vous dessiner la robe qui ira avec cette splendide mécanique, faites appel à nous. S'échangent les cartes, se discutent un peu, et puis Ferruccio Lamborghini va dire: faites-moi un projet. Voilà. Ce projet sera présenté. Le maître du design, qui sera baptisé après Il Maestro, s'appelle Marcello Gandini. Il vient de nous quitter il y a 2 semaines. Il est décédé à 84 ans. Voilà. Et donc Marcello, que j'ai pu rencontrer à beaucoup de reprises, et nouer une belle amitié, est l'auteur du dessin de la Miura. Donc cette Miura, quand elle apparaît la première fois à un salon, et là on est donc en 1966 à Genève, au mois de mars, c'est le début de la saison, c'est le kick pour la saison automobile en Europe à l'époque, elle surprend tout le monde. Elle rayonne de beauté. Il n'y a pas un angle sous lequel on peut l'observer. La grâce de ses courbes est extraordinaire. C'est une voiture qui est assez allongée. Elle est assez allongée. C'est un cockpit très, très restreint pour 2 personnes. Le moteur est accolé tout de suite derrière les oreilles des occupants de la voiture. Mais c'est sa ligne, sa grâce générale qui est tout en finesse, en douceur. Il n'y a rien d'agressif. Il n'y a rien qui puisse évoquer la compétition, même si elle a inspiré certaines personnes. Mais c'est une voiture qui, d'ailleurs, elle sera avec ce petit sobriquet, l'art de vivre. Voilà. Ah, c'est bien. C'est une belle description. C'est une belle description. Les journalistes qui vont commencer à en parler, et c'est eux qui sont les moteurs à l'époque, puisqu'il n'y a pas tous les médias que nous avons aujourd'hui. À l'époque, c'est la télévision, c'est le cinéma ou les magazines qui avaient le vent en poupe. Allons chercher un magazine automobile ici à Québec. Je ne sais pas, on peut les trouver si on n'est pas abonné directement chez l'éditeur. Mais voilà, le business, l'industrie des magazines est
très très développé en Europe encore aujourd'hui. Donc tout ça pour dire quoi? Que les journalistes, l'un d'entre eux, va la baptiser le supercar. Aujourd'hui, supercar est tellement répandu, C'est associé. vulgarisé Ouais, pour identifier un type de véhicule. À l'époque, le mot supercar n'existe pas. Donc c'est en 1967 que ce journaliste anglais va baptiser la Miura comme étant le vrai supercar. oh, Voilà. Et elle reste aujourd'hui au panthéon de l'automobile comme étant la voiture référente. Le premier supercar de l'histoire automobile, c'est la Miura. wow, C'est elle. très intéressant à savoir. Puis quelles étaient les couleurs de la Miura quand elle sortait d'usine? Alors, dans la première série, parce qu'il y aura plusieurs générations dans l'existence de cette belle machine, les coloris les plus seront le rouge, le jaune, quelques blanches, un peu de bleu et un peu de gris. Il y aura 3 noirs de mémoire. Et le rouge orangé, le Rosso Corsa sera aussi développé. Voilà. Ça, c'est pour la première génération qui consiste aux 126 premières voitures qui ont une particularité. C'est qu'à l'époque, on voulait jouer quand même la performance sur une voiture légère. Or, on a une voiture légère, on a une voiture qui est un peu trop flexible. Voilà, il y a eu pas mal d'accidents, morts d'hommes. Et l'usine va donc s'adapter en corrigeant le tir. Et donc, les tôles d'aluminium avaient un 0,9 et elles passeront à 1 mm après. Et donc, ça va augmenter le poids du véhicule, mais ça va le sécuriser un petit peu plus puisqu'il y aura moins de torsion. Donc, le novice qui va vouloir, parce qu'il y a quand même 350 chevaux derrière, le novice qui va vouloir exploiter cette auto pensant qu'il a les mêmes compétences qu'un Jim Clark dans sa Formule 1 à l'époque, aura moins de chance. On peut toujours se planter et faire un accident. Voilà. Tout à fait. En fait, c'est vrai que la Miura, c'est une voiture qui est très rare parce qu'Irina et moi, depuis des années, on n'en avait jamais vu. Même si on se documente puis on participe à plusieurs événements. L'an dernier, on a participé au concours d'élégance de Pebble Beach. Oui. On est allé en tant que visiteur. Et un des événements de la semaine automobile de Monterey est leur Concorso Italiano. Oui. Et on a arrêté de compter les Miura après 8. Donc, c'est pour dire à quel point ces événements-là, luxueux, prestigieux, amènent beaucoup de collectionneurs de partout dans le monde qui, nous, sommes dans le domaine depuis un certain temps, on n'en avait jamais vu. Et là, on arrive dans un événement et là, on en voit 8, une après l'autre, des bleus, des rouges, une grise. Et puis là, il y en a partout, des voitures, il y a des Lamborghini, mais les Miura étaient vraiment particulières. Rina et moi, on était fascinés de voir la quantité d'une voiture qu'on n'avait jamais vue. Oui. C'est impressionnant. Oui. Et pourtant, il y en a déjà 2 sur la province de Québec. Il y a 2 Miura. Est-ce que vous en avez une? Moi, nous avions eu le bonheur d'en avoir eu une il y a des années. Voilà, en 2010. On ne l'a pas gardée longtemps pour des circonstances de natalité, puisque voilà, mon épouse était enceinte d'un énième enfant. Nous en avons 4 au total. Donc voilà, on a dû changer de maison parce que nous manquions de place. Donc on a privilégié plutôt le confort familial en sacrifiant la Miura. Mais ça ne veut pas dire que Fontaine, je ne boirai plus de ton eau. Et les Miura, bon, j'en ai fait l'un de mes, on va dire, Saint-Graal? Oui, pas un Saint-Graal, non, vraiment une marque de fabrique. Ah. Une marque de fabrique, c'est-à-dire, voilà, dans ma profession, il y a ce créneau qui consiste à être courtier, un peu comme un courtier immobilier. Mais donc, il existe des courtiers pour les voitures de luxe ou les voitures rares de collection. Et la Miura est vraiment l'une de mes spécialités puisque j'en vends 4-5 à l'année. Ah, quand même. Oui, 4-5 à l'année. Quelle a été la production des Miura environ? 762. OK. Il y a aujourd'hui 564 voitures à peu près qui ont été identifiées comme existant encore. Donc, on sait qu'il y a eu beaucoup de voitures qui ont été accidentées. Il y a des collections dans lesquelles des voitures se trouvent et ont été oubliées. Voilà, il y a encore un gros travail à faire pour essayer d'identifier vraiment le nombre de survivantes. Pas plus tard encore qu'il y a quelques mois, j'ai été...
informé, j'ai reçu les photos, d'une Miura, un modèle S, et qui était à l'intérieur d'un salon, dans une maison, dans le New Jersey. Et cette voiture était planquée dans cette maison depuis 1978. Wow! Voilà, il a fallu casser une partie de la maison. Ils ont dû attendre des autorisations de la ville pour casser des murs, pour sortir la voiture. Donc, les gens ont vraiment un attachement très profond avec leur voiture. C'est Oui, leur parce que la Miura bébé, évoque tout sans même bouger. Elle évoque la effectivement. puissance, elle évoque la performance, elle évoque la fluidité en étant statique. Parfait. Concernant les voitures de collection, les voitures d'exception, Mhm. au Québec, on peut voir des voitures d'exception à quel endroit? À quel endroit? À quel endroit? Est-ce qu'il y a des événements qui nous permettent de voir des voitures? Est-ce qu'il y a des... On pense aux Cars and Coffee et on peut peut-être aller sur le sujet, en fait, sur les Cars and Coffee. On en a parlé en début d'entrevue. En fait, le Cars and Coffee, c'est un rassemblement de voitures de toutes les époques, de toutes les voitures sport surtout, où les gens se rassemblent et le café est fourni gratuitement. C'est un événement assez familial. Donc, j'imagine qu'on peut voir plein de voitures spéciales là, dans ces événements-là. Alors oui, mais je ne vais pas tirer la couverture pour moi tout de suite. Je vais commencer d'abord par répondre plus largement. Il y a de belles occasions d'aller voir des voitures. Ben, il y a le Salon automobile à Montréal. Oui. Cette année-ci, il y avait le collectionneur Luc Poirier Oui, qui a placé 40 ou 50 de ses voitures Ferrari. Donc c'était l'occasion unique d'accéder à une collection privée oui, en qui était effet. exposée. Très Donc belle. ça, je tenais quand même à le souligner. Il y a donc sur Montréal un événement ouvert au public qui permet d'avoir ce clin d'œil avec d'autres marques aussi, même si ce n'était pas très représentatif du marché automobile. Mais enfin, C'est ça plus valait... concessionnaire, cet Voilà, événement-là, mais on a eu oui, la chance d'avoir des collectionneurs, justement, voilà, qui viennent apporter leur tout touche à fait. personnelle Voilà. dans ce genre Donc d'événement. ça, c'est un événement. Ici à Québec Capitale, il y a aussi le Salon Autosport Québec qui s'ouvre les 3, 4, 5 mai, qui est aussi une place pour découvrir bon nombre de voitures, toutes catégories, parce que les voitures de collection, ce n'est pas uniquement que les supercars ou les voitures les plus chères du monde ou les plus grandes marques emblématiques. Ça peut être aussi des muscle cars, ça peut être des vieux fourgons. Voilà, la Oui, passion automobile n'a pas un créneau avec une définition qui lui est propre. Tout ce qui est sur 4 roues et qui est vieux, qui a plus de 30 ans, est collectionnable. exact, tout à fait. Voilà. Donc, ce salon s'adresse à un public beaucoup plus large. Maintenant, la notion de Cars and Coffee, ben, elle existe depuis des années-lumière. En fait, c'est une marque, c'est un branding international, Cars and Coffee, au départ. Non, Non? pas du tout. OK, parfait. Merci de me corriger là-dessus. Oui, absolument. Cars and Coffee, c'est comme quand on parle d'un frigo, Ah, OK, au départ, on est avec une marque qui s'appelle Frigidaire. oui. Et donc, l'abréviation Frigidaire Frigo est devenue un mot de vocabulaire commun. Cars and Coffee, c'est exactement la même chose. Et ce ne sont pas les seules références. Cars and Coffee, quand j'habitais aux États-Unis en 90-91, j'allais à un endroit qui s'appelait le Fenders. C'était un vaste parking avec une petite tour où ils distribuaient boissons et hamburgers. Mhm. Et c'était chaque fois repris. Lui, il mettait une publicité dans la gazette locale. Voilà, Cars and Coffee, organisé à telle date. Voilà. Donc, c'est dans le jargon. Et aujourd'hui, Cars and Coffee, il y en a partout. Il y en a à Paris, il y en a à Tokyo, il y en a OK. Donc, on au a... Texas. Donc, c'est un label qui existe, OK, qui est commun, qui est un parfait. générique. C'est un terme générique. C'est un terme générique. Voilà. Ensuite, il y a une société européenne en Espagne qui a créé un logo avec Cars and Coffee. Et donc, ce logo, elle pense qu'il il lui permettait de s'abroger la terminologie Cars and Coffee. Donc, en termes de trait de marque, je suis précis là-dessus parce que c'est important à le préciser, en termes de trait de marque, oui, ils ont déposé leur logo, Oui. mais pas le nom. OK. Donc, ils ne peuvent pas se l'affubler. Donc, au Québec, on a le Cars and Coffee Québec qui est organisé par... Par moi et mon partenaire. Exactement. Voilà, parce que là, nous avons créé une entreprise qui s'appelle Cars and Coffee Québec. Oui. On l'a en français aussi, sauf qu'on ne l'utilise pas, la terminologie française, mais nous avons les deux.
Oui. français, anglais, dans notre dépôt d'entreprise, dépôt de marque. Avec, Qu'est-ce qu'il y en est de ces événements-là, en fait? voilà, nous, on a voulu se diversifier parce que j'ai cette expérience européenne. J'ai plusieurs casquettes professionnelles à mon actif. Mais donc, j'ai organisé beaucoup d'événements automobiles sur les grands circuits, comme Spa-Francorchamps, des événements automobiles qui consistaient à faire des rallyes touristiques locaux, régionaux, ou carrément on change aussi de pays. On partait de la Belgique, on allait jusqu'en Italie à l'usine Lamborghini. Donc là, c'était sur une semaine. Donc, petit à petit, cette activité économique que j'avais, c'était celle d'un gentil organisateur de voyage. Voilà. Exact. Là, vous avez décidé de faire des événements de ce genre-là au Québec. Oui, parce que, voilà. Ça manquait. Non, Non. c'est pas que ça manquait. Cars and Coffee Québec était un type d'événement qui était déjà organisé, mais de manière amateur. Et voilà, moi je m'y suis rendu en 2022 comme un participant, Oui. comme tous ceux que nous avons aujourd'hui. Et en m'y rendant, voilà, j'ai pu me rendre compte tout de suite de ce qui n'allait pas, ce qui ne fonctionnait pas par rapport à mon expérience. J'ai abordé les deux organisateurs de ces événements et je leur ai dit, si vous voulez, moi j'ai l'expérience, on se met autour d'une table, j'explique comment moi j'ai travaillé, est-ce que vous voulez aller dans cette voie-là? Si oui, à ce moment-là, il faut, on va dire, mettre les formes, créer une entreprise, une incorporated, se donner des fonds pour pouvoir investir dans du matériel, avoir une rigueur dans l'organisation, une stratégie à court et long terme. Donc, si vous voulez aller dans cette voie-là, à ce moment-là, on peut s'associer. On voit que l'événement a pris de l'ampleur dans les dernières années. D'ailleurs, Curious Dream est d'ailleurs un collaborateur officiel pour la saison 2024. Oui. Donc, on va lancer la saison avec le Salon de l'Auto Sport de Québec. Et par la suite, en fait, vous allez pouvoir voir Olivier et rencontrer moi et Irina de Curious Dream dans les différents événements Cars and Coffee. Le calendrier est disponible sur Cars and Coffee Québec. Sur notre page, oui. Donc, si vous nous avez manqué, vous aurez la chance de nous voir justement dans les différents événements. On va être présents avec nos gilets et vous, de votre côté, vous allez être assez visibles aussi. Oui. C'est des événements qui sont super familiaux. N'hésitez pas à amener les enfants, de la musique, des DJ, des jeux gonflables. Puis en même temps, ça nous permet de s'intéresser puis discuter avec différents propriétaires de voitures. On peut leur poser des questions. Les gens sont très accessibles aussi. C'est vrai. C'est exactement ça. Quand je suis arrivé ici, la passion automobile m'était présentée comme une passion solitaire, individuelle, où il y avait des hommes qui se regroupaient, et j'ai trouvé ça très sectaire, alors que pour moi, la passion automobile est une passion justement de famille, avec son épouse, ou une femme qui est passionnée avec son mari, de prendre les enfants, parce que c'est une activité ludique en famille. On transmet une passion à ses enfants, mais il y a aussi une éducation, en leur montrant ce que c'est que l'évolution de l'automobile. C'est ce côté aussi rassemblement entre les propriétaires, qui aujourd'hui, jusqu'alors en tout cas, et il y en a encore beaucoup qui le pensent parce qu'ils ne nous connaissent pas. Et c'est pour ça qu'on fait un travail sur le terrain très, très important. Parce qu'on tient à ce que ce bouche à oreille se développe. Hein. C'est la tâche d'encre sur du papier buvard. Ça fait un petit point et puis elle s'agrandit. Voilà. Et donc cet élément-là, on tient vraiment à le développer pour que les gens se disent « Je ne vais plus être monté du doigt comme étant quelqu'un qui pollue, ou fait du bruit, qui est un nuisible à éliminer de la planète Terre. Non, justement, nous sommes des gens qui sommes accessibles et qui partagent leur passion. Voilà, les gens peuvent venir avec leurs chiens. C'est non payant, je tiens à le préciser, parce que beaucoup d'événements, j'ai cité des noms tout à l'heure, beaucoup d'événements font payer le public. Nous, ce n'est pas le but. Non. Le but, c'est de partager. Font payer les participants qui viennent exposer leur voiture. Exact. Ce n'est pas le cas non plus. C'est un événement qui est gratuit pour tout le monde. C'est open au public. Donc, voilà. On vous invite à venir durant l'été, à suivre les différents événements de Cars and Coffee. Les dates sont disponibles sur Facebook, Instagram. Et on a un site Internet qui sera bientôt mis à jour. Vous êtes aussi chroniqueur à l'émission Festidrag. C'est vrai. Oui, tout à fait. On suit ça où? Alors, c'est quoi les sujets qui sont abordés? La chaîne, c'est TV Mag. Oui. Donc, il y a Festidrag, dans lequel, l'année dernière, Martin d'Anjou, j'avais discuté avec lui, je lui avais proposé de m'accompagner à Miami au fameux concours d'élégance qui se déroule au District Design District. Et on a commencé notre collaboration où je lui ai servi de guide
à lui présenter toutes les voitures de collection qui étaient présentes, et principalement européennes. Lui, il est braqué sur le muscle car, les produits américains, le NASCAR, l'IMCA. Donc voilà, tout ce qui correspond à toutes les attentes d'un public québécois, canadien, nord-américain. Et moi, je lui ai dit, écoute, le berceau de l'automobile, il est de l'autre côté de l'Atlantique. Ce serait peut-être bien de partager justement mes connaissances avec un public ici, local, pour qu'ils puissent voir enfin des voitures qu'ils ne voient pas très souvent chez nous au Québec. Pourtant, les voisins en Ontario ont un superbe événement qui s'appelle Drive Tribe, où là, ça réunit toutes les plus grandes marques de sport automobile. Mais voilà, c'est à Toronto. À partir de chez nous, ça fait à peu près 800 km. Ouais. Ça fait loin pour y aller. Et en plus, l'information ne vient pas jusqu'à nous ici. Donc, je lui ai dit, ton créneau avec Festidrac, ton émission, je trouve que c'est un très bon support. Donc, il était content de cette collaboration. Et cette année, je lui ai dit, écoute, on peut recommencer la même chose. Donc, je lui ai proposé de m'accompagner pour découvrir une très belle collection. On fera peut-être la même chose avec la famille Demers, pourquoi pas. On verra, c'est à mettre sur la table. Et je lui ai permis de découvrir toutes ces voitures sur lesquelles il a fait ses enregistrements. Ça passera à la télévision en cours de saison. Ils doivent encore faire le montage. J'ai fait des voyages en Europe où je suis allé à l'usine Lamborghini. Je suis allé à un salon qui s'appelle Retromobile, qui est à l'équivalent de Pebble Beach que tu as pu visiter l'année dernière. Et donc, j'ai fait aussi chaque fois des présentations de voitures. J'ai aussi accumulé plus de 6 heures d'enregistrement et de présentation d'auto. Voilà, normalement, ça suivra son cours cette saison. C'est diffusé à quelle heure, quelle journée? C'est le mercredi et je n'ai aucune idée de l'heure. Parfait, on peut trouver l'information. Voilà, l'information se retrouve. Festidrac, voilà, régulièrement, j'aurai 2-3 minutes en présentant un modèle bien particulier ou historique de compétition. Personne n'a jamais entendu parler d'une BRM, par exemple. Mais voilà, je les présente. C'est une belle occasion de découvrir des nouvelles voitures. Voilà, c'est une occasion surtout de faire découvrir ce qui n'existe pas ici. Et voilà, tout le monde n'a pas la chance non plus ou l'opportunité de se déplacer, de voyager à ces grandes manifestations automobiles européennes. La liste est très longue. Il y a aussi la Villa d'Est, qui est un superbe concours d'élégance qui se déroule en Italie, à côté du lac Como. Donc voilà, il y a 1001 façons, en Europe en tout cas, de vivre sa passion automobile, alors qu'au Québec, il n'y a rien. C'est vrai. En fait, c'est aussi le but d'Irina et moi d'avoir fait le blog parce qu'on a un profond désir d'informer les gens sur ce qu'est l'automobile, sur l'histoire qui est reliée par rapport à la voiture elle-même, mais aussi aux gens qui l'ont construite, au développement socio-économique qui en a découlé. Donc, on veut vraiment que les gens apprennent là-dessus et perpétuer la tradition de collectionner des voitures aussi. Parce que présentement, le marché des collectionneurs, on va se le dire, là, les gens sont quand même âgés, mais dans 20 ans, qui va avoir ces voitures-là? Donc, c'est important de créer une lignée de gens intéressés dans le domaine des voitures. Je trouve ça important de mentionner les Cars and Coffee parce que c'est un événement où, justement, on amène les enfants puis on permet de les intéresser jeunes à voir autre chose de ce qu'on voit à tous les jours. Oui. Donc, c'est vraiment de créer un engouement, un intérêt vers une population plus jeune et pourquoi pas plus féminine aussi, parce que veut pas, il faut démocratiser ça un petit peu. Les femmes aussi prennent de plus en plus de place aussi dans le marché des collectionneurs. Je vais rebondir. Tu viens de dire, on est là avec une population de collectionneurs qui vieillit, c'est vrai. On est là avec beaucoup de grands-pères. Ouf, je ne le suis pas encore. Mais on est là avec beaucoup de grands-pères et qui viennent avec leurs petits-enfants et qui essayent de les sensibiliser. Oui. Donc, parce qu'il y a ce genre d'événement, ça leur donne l'envie de vouloir perpétrer. Exact. S'il n'y avait pas d'événement, la passion meurt avec celui qui a gardé la voiture et puis la voiture va partir pour un bas prix, à la casse. Il faut s'attendre à des fous furieux un jour qui nous disent toutes les voitures depuis 30 ans, on les détruit. Pourquoi pas, hein? On a des espèces de dictateurs écologiques qui annoncent n'importe quoi. En tout cas, je ne les suis pas dans leur raisonnement, mais c'est important de créer cette émulation avec les jeunes. Moi, je le fais avec mes enfants. Évidemment, ils sont nés dedans. Tous mes enfants ne sont pas réactifs par rapport à ma passion. Je n'en ai qu'un.
J'en ai un qui est vraiment au Très taquet, impliqué. très impliqué, et les autres, c'est superficiel. Mais c'est correct aussi, ils ont d'autres intérêts. Mais Oui, ce qui est intéressant de voir, c'est que chaque famille a des histoires avec des véhicules. Peu importe le véhicule, mais souvent les gens vont me dire: Ah, moi, mon grand-père avait telle voiture. Ah, je me souviens d'être embarqué dans sa voiture. On allait prendre une crème glacée. Je me voilà. rappelle de la texture des sièges, de l'odeur. Les gens ont vraiment un attachement particulier. Et Oui, c'est ça qu'on veut conserver parce qu'on veut pas que ces voitures-là, quand les disparaissent. gens décèdent, qui se vendent puis qui aillent à la casse, à la ferraille, Voilà. et que, poup, il n'y a plus rien qui reste, en fait, là. Ou autre, parce qu'il y aurait un défaut de passionnés dans la province de Québec, Oui. que tous ces véhicules partent À à l'extérieur du Québec. l'extérieur et qu'on ne se retrouve plus au Québec qu'avec une génération, je vais faire la caricature, mais de véhicules électriques, alors qu'en fait, l'histoire de l'automobile fait partie de l'histoire de l'humanité, elle fait partie de l'histoire de chacun, parce que tout le monde a utilisé ce mode de déplacement qui rendait chaque individu libre de se déplacer. Tout à fait. Alors qu'un train ou un bus, non, vous avez un horaire, vous êtes dans un transport commun, vous n'avez donc pas cette liberté d'aller là où vous voulez. Or, tout le slogan qui a été nourri pour développer cette industrie automobile qui a permis de faire vivre des civilisations aussi bien ici aux Amériques qu'en Europe Mhm. ou qu'au Japon. Hein. La Chine aussi s'y est mise après sur le tard. Mais ce que je veux illustrer, c'est on ne peut pas effacer l'histoire automobile parce qu'aujourd'hui, c'est soi-disant, je dis bien soi-disant polluant et bruyant. Non, c'était un mode de société parce qu'il remplit une incontournable, un incontournable développement de nos civilisations grâce à cette industrie. Voilà. Donc, il faut garder ça au même titre qu'on va vouloir préserver les navires. Hein. Il y a un musée naval Oui. sur la rive sud. Euh, Pourquoi accorder de l'importance pour des bateaux et pas pour les voitures? Il y a un musée de l'aviation du côté de Saguenay. J'emmènerai un groupe de propriétaires très certainement cet été découvrir ce beau Mhm. musée. Eh bien, on en a fait un musée avec toute une série d'avions. Il y en a une bonne vingtaine. Mais en fait, Mais voilà, la raison de ces musées-là, c'est d'informer les gens sur quelque chose qui n'est pas accessible pour eux oui, de voir ou de voir de près un sous-marin, de voir de près un bateau, le voilà. fonctionnement de la salle des machines. C'est pas quelque chose qui est accessible. Mais les voitures de collection, des voitures plus anciennes, c'est pas accessible aujourd'hui à tous les jours. Donc, c'est important de conserver cette culture-là Je vais rebondir, pour Vanessa, je vais préserver. rebondir. Parce que nous avons des musées d'art Oui, avec des artistes, on est là avec des originaux qui sont donc bien, bien protégés, quel que soit un Rubens, un Picasso, un Van Gogh. On est là donc avec des musées pour montrer la beauté qui a pu sortir du pinceau et de tout l'imagination à d'un fait. artiste. On est là donc avec une multitude, histoire moderne, l'évolution de la civilisation, tous les animaux préhistoriques. Donc tout ça est mis à l'avant-plan dans un cadre éducatif. C'est là où moi je dis et je pointe, si l'État ne remplit pas son rôle pour avoir un musée de l'automobile, la porte est peut-être ouverte pour d'autres initiatives. Voyons voir. Voilà. Si on veut vous joindre, Olivier, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Alors, sur la page Facebook Cars and Coffee Québec, on ne sait pas la rater. Ce sont les couleurs Gulf, bleu-orange, avec quelques voitures. Toutes nos coordonnées sont là. Il suffit de s'abonner sur la page pour nous suivre. Notre calendrier est repris. Tous nos partenaires sont repris aussi avec leur logo. Et vous communiquez avec nous par Messenger, comme bon nombre de personnes font déjà. Donc, vous allez pouvoir aussi nous suivre sur les réseaux sociaux Curious Dream et curiousdream.com, la page Facebook, Instagram, et n'oubliez pas d'aller faire un like sur notre page YouTube. Merci, Olivier. Merci Vanessa pour l'invitation.